Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bienvenue dans le bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice du podcast, et je suis comme toujours avec mon équipe de choc, avec Aurore, Xan et Lovela. Épisode spécial puisqu'on est sur Twitch en direct, qu'on n'a jamais fait ça. En plus, on est aussi à distance, on n'a jamais fait ça plein de premières fois. Mais on ne va pas changer les bonnes habitudes et on va quand même commencer en racontant chacune une petite anecdote permettant de mieux nous connaître. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Je peux y aller. Je suis synesthète. Donc, j'associe les nombres, les chiffres à des couleurs et les voyelles à des couleurs. Et parfois c'est utile, et parfois, pour se souvenir de prénoms, parfois je dis « Oh, je vois du rose, c'est qu'il y a un A dans ton prénom », et parfois ça marche. Et parfois c'est pas très utile, comme pour se souvenir des lignes de métro à Paris, parce que les couleurs associées aux chiffres des lignes ne correspondent pas du tout aux miennes, et donc j'ai dû m'adapter. Ah, ça te perturbe. Ça m'a perturbée au début. Ah, c'est t'difficile. Mais Lovela, t'as un peu ça, ou t'as eu un peu ça aussi, non ? Ouais, j'avais un peu ça quand j'étais ado. Oui. Mais moi je crois que c'était plutôt les mots avec des couleurs, ouais. Mais je sais pas, en grandissant, je l'ai perdu. Je sais pas pourquoi. C'est parti. Eh bien moi, c'est très dans le thème de la sexualité, mais en ce moment, je trouve que mes orgasmes, ils ont souvent des couleurs. Oh. Genre j'ai une phase dorée, maintenant ils sont bleus, enfin je sais pas, ils ont des couleurs, c'est trop drôle. Des couleurs. C'est de la Ça, des fois, un de petit cul. amoureux, il comprend rien, il est là en mode, mais d'où tu viens de me dire que ton orgasme était doré ? Et je suis là, je sais pas, il était doré, c'était super stylé. Bref, voilà. Donc, J'ai pas compris non plus, mais... ouais, apparemment, c'est trop conceptuel pour certains. Mais pour moi, c'est super. C'est joli, des couleurs. Ouais, c'est top. Est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote ? Tout le monde doit avoir une anecdote. Ouais, oui, j'en trouve une sur l'instant T. Mais du coup, moi, le truc, c'est que des fois, il y a des mots, genre juste un mot, un son, même des fois une lettre, ça va me mettre une musique dans la tête. Oh. Et genre, dès que je l'ai, c'est fini, je l'ai pour la journée, jusqu'à ce qu'il y ait un autre mot qui me déclenche une musique. Et ça marche pas, la technique de il faut écouter la musique pour l'exorciser de sa tête ? Non, ça marche pas. C'est tellement, ça me bug tellement le cerveau, c'est hallucinant, c'est infernal. On nous demande si on a chacun les mêmes couleurs pour les choses. Ça veut dire les uns les autres, toutes on a les les mêmes couleurs pour les mêmes choses ? Non. Je pense. tous les... Ah oui, c'est propre à chacun. Non, c'est vraiment propre à chacun. Et en fait, la synesthésie, c'est vrai. Enfin, on sait que c'est de la synesthésie quand les couleurs quand les associations sont fixes. En fait, normalement, c'est pas quelque chose qui se perd. Et aussi la teinte dans mon cas, parce que la synesthésie, ça peut être, en fait, c'est juste une association de deux sens. Donc, ça peut être quelqu'un qui associe un goût à de la musique. Donc, ça peut être très varié. Et moi, c'est la version la plus commune en fait de la synesthésie. Et donc, ce qui fait que c'est de la synesthésie, c'est que aussi les couleurs, les teintes sont très précises. C'est toujours la même. C'est toujours le 2, c'est un vert et c'est exactement ce vert-là et ça bouge pas. Mais ça varie selon les gens. C'est ouf. Okay. Et Lovela Oui, alors moi j'avais une anecdote un peu sur les complexes. C'est que il y a pas mal de trucs classiques qui peuvent complexer. Enfin, en tout cas, moi j'imagine que par exemple le fait de porter des lunettes, ça peut complexer pas mal les ados. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Et c'est même devenu un peu une partie de mon identité. Je trouvais ça rigolo de le partager parce que il y a toujours ce truc de ah ouais, c'est chiant de porter des lunettes et tout. Et moi, ça n'a jamais été un problème, quoi. C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant et drôle quand tu te dis, il y a plein de gens qui ont un complexe, ou genre des gens de ta famille et t'as la même particularité, et toi t'es vraiment en mode, mais il n'y a pas de problème. Moi, c'est mon coude. J'ai un coude hyper pointu. Ah oui, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi tu disais ça en vrai. Tout le monde a le coude pointu. Non, j'ai vraiment un coude de banette. Genre les banettes, là, les baguettes banettes, elles sont pointues au bout.
Et ben mon coude, il est banette. J'ai un coude de banette, quoi. Et ma petite sœur aussi. Et elle a vraiment pas mal complexé sur son... Enfin, pas mal. Mais non, mais j'extrapole. complexé sur mais elle a un son peu bout de complexé sur son Mais coude en plus, ça doit être la pointu. dernière Et moi, partie je suis du dans corps le- qu'on regarde chez quelqu'un. Je pense que c'est même par oui, hasard c'est que tu vas clair. voir que tu vas Mais remarquer c'est clair, le coude, de c'est quand quelqu'un. même... Mais c'est trop marrant, des complexes hyper spécifiques comme ça. C'est Ouais. c'est hyper drôle, Quelqu'un genre. dire ouah, ton coude, il est magnifique. Ou il est Non, moche, mais- à l'inverse. ou la- Genre, je peux ou vraiment pas l'inverse. sortir avec toi parce que ce coude-là, c'est pas possible. C'est clair. Ouais. Bon, bah, mais l'objet du jour ne sont pas spécifiquement les coudes, mais les tas de beaux coudes, tu sais, on nous dit dans le chat. Mais j'aimerais bien, franchement, moi, vu que du coup, j'aime bien mes coudes, parce que je me suis mis à y faire attention grâce à ma sœur. Donc, franchement, si vous voulez me dire que j'ai des beaux coudes, j'ai des photos sur Lélinacous où on voit très bien mes coudes. C'est mon auto-promo, donc allez me dire sur Lélinacous en commentaire. Je fais carrément du... On voit tes coudes. Bref, de la Il va y pub, avoir allez des me dire que j'ai fétichistes beaux du coudes. coude qui vont venir sur Ah, ton mais compte et qui vont être là en mode franchement, waouh, qu'ils ce coude. Ah, mais Ah, les mais si ça fétichistes du existe. coude, je les accueille avec plaisir. Ce coude banette, Sur mon vraiment, compte et c'est dans la vie. incroyable. J'ai jamais vu ça. Oh, Bon, on va peut-être commencer avec le sujet de cet épisode qui sont, on l'a dit, les complexes et on l'a vu à nos petites anecdotes. Et je vais laisser Aurore introduire cet épisode. Oui, alors en fait, comme dans l'épisode 9 sur la honte, on s'était rendu compte avec toi, Lélina, qu'il y avait des sujets qui juxtaposaient un peu avec la honte et les complexes. Et en fait, dans la honte, je vous parlais de Samantha Jones et de sa vie sexuelle trépidante et comment, en fait, le décalage entre ma vie et la sienne, que je pensais être la vie sexuelle idéale, avait été source de honte et de complexe. Et en fait, Samantha, c'est pas juste une vie sexuelle, c'est aussi un rapport au corps. Et d'ailleurs, dans un épisode, elle va même engager un photographe pour prendre des portraits de nus, pour les regarder quand elle sera vieille et pouvoir se dire j'étais fabuleuse. Et elle a raison, parce qu'elle est fabuleuse. C'est vraiment une femme, donc je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une femme élancée, tonique, qui a une quarantaine d'années dans la série, donc ça c'est quand même original d'une certaine manière de voir une femme de 40 ans pour l'époque qui a une vie sexuelle comme la sienne. Mais bon, elle reste une beauté très classique, enfin pas classique. Mais dans les standards, c'est une blonde, cheveux lisses, elle est toujours impeccable, il n'y a pas un poil qui dépasse, pas un bourrelet. Et dans mon esprit de collégienne, au moment où je regardais la série, elle avait vraiment le corps idéal. Et donc, il n'y a pas que elle qui a forgé mon image du corps de femme idéale. Je pense que c'était déjà quelque chose en place et ancré dans mon esprit. Et elle était juste une autre confirmation, une énième preuve qu'une femme qui a une vie sexuelle épanouie, c'était aussi une femme qui avait le corps parfait. Et c'était un peu, en fait, un critère, donc peut-être pas suffisant pour avoir une vie sexuelle chouette, mais c'était un critère presque nécessaire, en fait. Et donc, encore une fois, le décalage entre les attentes et les espérances que j'avais pour mon corps, cette fois-ci, et le pouvoir de séduction qui en découlerait, et la réalité, en fait, a été source de honte et de complexe pour moi. Et ça a altéré ma confiance en moi, ma perception de ma capacité à plaire, ou de penser que je pouvais être attirante, désirable, et ça m'a presque vraiment freinée parfois. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de parler avec vous de complexes liés au corps et comment ils ont pu impacter vos parcours amoureux et sexuels. Voilà. Merci pour cette intro. C'était une première d'avoir une intro par quelqu'un d'autre et ça va être amené à se répéter. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire direct là comme ça ou est-ce qu'on passe aux rubriques on se lance dans le grand bain? Juste, moi j'ai juste Trace qui nous a rejoint, bonsoir, et on a une personne qui nous indique que du coup elle est en Pleine pleine période de période justement de complexe. Ah bah trop bien, t'es sur le bon live, on va en T'es au bon parler endroit. ensemble. Ouais. On espère En plus, que ça aura il y a des à pistes. boire et à manger, vous allez voir niveau complexe et niveau point de vue. Soit... Du coup, Ou pardon. ouais. On espère que Vas-y, soit tu Aurore. sors de cet épisode en te disant je suis pas tout seul, ou alors tiens, j'ai des solutions pour être moins complexé. C'est un peu l'objectif de l'épisode, non? Ah, on va voir va si essayer, ça on fait va cet essayer. effet.
Je te propose, Aurore, de commencer directement avec ta rubrique. Bon, pour ceux qui suivent, si vous suivez le podcast, normalement, on a des petits jingles. Oui. Là, on les ajoutera au montage. Mais bon, là, le jingle, c'est... Est-ce qu'on invente Je le chose vais pas le chanter. Normalement, Est-ce qu'on ça invente fait le glou tiède glou 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 glou, non? Clou, 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 clou. Est-ce qu'on invente On peut le tiède On a qu'à- on réinterprète en live. Glou, 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 glou. Allez, glou, 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 glou. Est-ce qu'on invente le tiède? Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède? Est-ce qu'on invente l'eau tiède? Est-ce qu'on invente le tiède? Est-ce qu'on invente l'eau tiède? Est-ce qu'on invente le tiède? Ouais. Aurore. Alors, moi, je vais vous parler des poils. Alors, pourquoi? Alors, moi, je suis très... Donc, on monte pas ma tête, mais bon, je suis très brune. En gros, si tu fais une caricature de moi, le premier truc que tu vas faire, c'est me faire un mono-sourcil, en gros. Bon, j'ai pas un mono-sourcil dans la vraie vie, mais bon, c'est... parce que je m'épile, mais en gros, voilà, c'est le premier truc facile à faire si tu veux me caricaturer. Et quand je suis née, ma mère m'a raconté que la sage-femme a demandé donc à ma mère si elle était espagnole parce que j'avais du duvet dans le bas du dos. Et quand ma mère m'a raconté ça, elle a imité la sage-femme qui faisait une tête un peu en me frottant le bas du dos, un peu oh là là, c'est quoi ça? Et donc Moi aussi, pour te rassurer, je suis pas brune comme toi et mon père, il était là en mode mais c'est un singe ou quoi ma fille? Voilà, je vais juste ajouter Oui, ça. Agréable. il y a des bébés qui naissent très poilus mais qui perdent leurs poils. Mais bon, moi j'ai toujours ce duvet sur le corps. Et en fait, je me souviens que quand j'avais commencé à vraiment m'épiler et que c'est vraiment pas une activité super sympa, je m'étais demandé pourquoi on s'épile ou pourquoi on se fait chier, depuis combien de temps on se fait chier, est-ce qu'on s'est toujours fait chier à s'épiler, c'était un peu voilà mes questions, mais j'avais jamais forcément creusé la question, j'avais juste demandé à ma mère et elle m'a répondu si, je pense qu'on s'est toujours épilé. Donc bon, De je tout m'étais temps. arrêtée sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai voulu creuser la question. Et donc trouver un peu les origines de l'épilation, d'où ça sort, depuis quand. Donc j'ai commencé mes lectures, pour trouver des réponses, avec un livre de Stéphane Rose qui s'appelle Défense du poil. Et donc pour lui, le fautif, c'est vraiment le porno. En tout cas, si l'épilation... Donc, je parle vraiment de l'épilation... Je vais parler de l'épilation du pubis, pardon, pas de l'épilation vraiment en général, parce que ça serait un sujet qui prendrait des siècles, je pense. Même sur le pubis, ça peut durer des siècles, mais bon, là, je m'interroge sur cette zone-là. Donc, pour lui, le fautif, c'est le porno. Parce que pour lui, voilà, c'est son explication. Enfin, c'est pas son explication, mais pour lui, ça part vraiment de ça. Et ensuite, j'avais lu un livre d'Ovidie qui s'appelle Libre, pardon. Et elle a un chapitre qui s'appelle Gazon maudit. Donc, en fait, c'est un livre où elle aborde plein de sujets, et dont la pilosité. Elle cite d'ailleurs ce monsieur Stéphane Rose, mais elle n'est pas d'accord avec lui. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Ovidie, mais c'était une ancienne actrice porno, et je pense que c'est... Oui, et réalisatrice. Elle n'est pas contre du tout la pornographie, elle peut même la défendre par moments. Et donc là, pour elle, le porno, en fait, c'est juste le reflet de la société. Il ne crée pas les normes à lui tout seul, il fait que les exacerber. Et d'ailleurs, elle explique que jusqu'au milieu des années 90, les actrices et acteurs de ce milieu, ils conservaient leur poil sans trop se poser de questions. Pour elle, c'est vraiment l'aérobique, en fait, le culte du corps chez les Américains qui a créé cette épilation de plus en plus intégrale. Donc, il y avait beaucoup de porn stars américaines qui étaient fortement influencées par le développement du sport en salle, où il était fréquent, et même pour les hommes, de s'épiler intégralement. Et il y avait même tout un engouement autour de la chirurgie esthétique, des cabines UV qui accompagnaient ce mouvement. Et donc, il y avait plein de lubies esthétiques qui se sont développées depuis ce temps-là, les années 80, et avec le règne de la bimbo. Et en fait, donc avec ces deux livres-là, je trouvais qu'ils ne remontaient pas assez loin dans le temps. J'avais l'impression que pour eux, leur point de comparaison, c'était toujours les années 70, les hippies, tout ça, qui ont vraiment le buisson. Et donc j'ai voulu aller remonter encore plus loin pour voir jusqu'où je pouvais aller retrouver sur les pratiques de l'épilation.
Et donc, j'ai 2 livres encore à vous proposer. Un qui, alors je ne sais pas s'il existe en français, moi je l'ai trouvé qu'en anglais. C'est A Curious History of Sex, donc une curieuse histoire du sexe, de Kate List. Et elle a un chapitre dédié à l'épilation du pubis. Et un autre livre, Histoire du poil, de Marie-France Ozepi et Joël Cornette. Et eux, par contre, ils remontent quand même un peu plus loin. Et ils expliquent qu'on retrouve en fait des traces d'épilation du pubis depuis l'Égypte et la Mésopotamie. On ne peut pas remonter plus loin à la période de la préhistoire parce qu'on n'a pas vraiment pas de documents, rien. Mais donc, bon, on n'a que des preuves vraiment, tangibles à l'époque de l'Égypte ancienne et les empires mésopotamiens. Et aussi que c'était un truc très fréquent dans la tradition musulmane. Mais que c'était... en fait, c'était souvent... même après dans l'Antiquité romaine et grecque, en fait, c'était vraiment... Comme il y avait toute cette culture autour des termes et du culte du corps, il y avait une épilation assez... vraiment du pubis, mais c'est parce que le corps était montré. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on se rend compte que plus les corps étaient considérés comme sinful, donc honteux, plus il était caché, plus finalement les poils étaient cachés, le pubis était caché, et plus les poils étaient associés à quelque chose de négatif. Et après, quand les corps étaient à nouveau montrés, en fait, c'est vraiment lié à la culture du corps. Mais du coup, dans la culture grecque, avec les termes, là, les corps étaient montrés, mais les personnes étaient épilées. Oui, les gens s'épilaient. Après, c'était pas que c'était indispensable, mais c'était monnaie courante. Mais il y avait aussi, donc ça, je trouvais ça assez marrant, il y avait des esclaves donc, qui s'appelaient des picatrix, qui étaient en fait des esclaves qui devaient... c'était des coiffeuses de poils pubiens, quoi. Qui, donc, du coup, elles des détaillaient, tresses il y avait ou quoi tu faisais des cœurs Je sais pas exactement, j'ai pas eu de détails, mais bon, voilà, qui coupaient, j'en sais rien. Mais donc, c'était parce que pas... je sais, ouais. j'y avais un peu un truc année 2010, mauvaise télé-réalité, mais un peu télé-réalité du quotidien où les gens sont en mode pour faire une surprise à mon chéri, je me suis fait les poils de genre du pubis, je sais pas, en mode ballon de foot. J'avais ce genre d'histoire où c'était là quoi. Ou en forme de cœur aussi. Culture... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une culture entière où ils étaient là vraiment, on va mettre des petites paillettes dorées dessus et les faire à des tailles différentes, et est-ce qu'il y avait des... Enfin bref, ce serait marrant. Mais oui, il y a eu plein de trucs zinzin. Justement, la Stéphane Rose, il explique que dans les années 90, il y avait eu une mode de se mettre des Christos Swarovski sur le pubis, de s'épiler intégralement et de se mettre des Christos Swarovski. Ah oui, c'est pas sur les poils, quoi. Non. C'est sur le pubis. Sans poils. Ouais, ok. Glabre. Donc tout est possible. C'est dommage, je n'ai pas l'impression que ce soit une prestation encore... qui se vendent actuellement, mais apparemment ça a existé. Et en fait, je sais pas, en fait, ce que j'ai aussi trouvé, c'est que pendant un long moment, en fait, cette épilation intégrale, elle était associée, donc l'épilation du sexe, elle avait souvent été qualifiée d'orientale. Et je sais pas du tout si c'est quelque chose que j'ai l'impression d'être trop jeune pour avoir eu cette association-là entre l'épilation intégrale et le côté et que ça évoque le Maghreb et les traditions. Donc est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous ou pas ? Oh là, moi ça a aucune connotation. Moi, j'avoue que j'ai une connotation assez binaire de, je sais pas, jusqu'aux années 70, j'en sais rien, on s'épilait pas, ce qui est pas vrai parce que du coup tu dis qu'il y a des périodes où on s'est épilé, même il y a très longtemps, cette partie du corps, et genre après pour X ou Y raison, et théorie que chacun a, on a arrêté quoi. Enfin, et on est plus passé vers un culte de l'épilation complète, ou beaucoup plus que c'était le cas avant, quoi. Mais en fait, ce que je trouve... Et j'avoue que... Oui. Non, mais vas-y. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant avec ça, c'est que donc, pendant longtemps, en Occident en tout cas, l'épilation intégrale, elle était qualifiée d'orientale, elle était même mal perçue parce que c'était... Du coup, il y avait une sorte de racisme associé à... disons si que on s'épile, ça... peut-être le racisme... Enfin, il y a une connotation, quoi. Oui, voilà, le racisme faisait que cette épilation-là était connotée négativement. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que dans l'islam, Alors, dans l'islam,
Donc, en fait, il y avait beaucoup de règles de vie islamique, avec comme l'interdit du porc, du sang, du vin. C'était lié vraiment à l'hygiène, qu'il y avait autant de règles sur ça. Donc, il y avait aussi des règles sur le traitement du poil et du cheveu dans la loi musulmane. Et aussi, les poils, ils attestaient une séparation accomplie, donc dans l'islam, une séparation accomplie dès l'origine de l'humanité entre les hommes et les femmes. Dans le Coran, je vous ai créé mâle et femelle. C'est une sourate qui dit ça. Et donc l'opposition des sexes, c'était vraiment le pilier de l'ordre social et cosmique. Et donc même si on observait des individus hermaphrodites, ou le fait qu'il existe des sociétés en Inde et dans le Golfe, des sociétés musulmanes qui laissaient une place aux individus non binaires, tout ça, c'était quand même... il y avait quand même toujours eu cette opposition forte entre l'homme et la femme. Et le traitement du poil, il servait à exalter ces différences des sexes et à renforcer cette division, qui resterait incomplète si elle n'était pas, sans l'épilation. Oui, enlevé par c'était fait par cette différence poil pas poil. Ouais. Quoi. Et donc, par contre, ce qu'il y a, c'est que un peu incohérent le Coran, enfin pas le Coran, mais l'application, c'est que l'épilation des parties intimes, elle était commune aux hommes et aux femmes. Donc c'est un peu étrange si on veut accentuer la différence homme-femme. Mais bon, il y a quand même des nuances, c'est que les hommes, c'était plutôt le rasage, et les femmes, elles devaient pas se raser, elles devaient arracher le poil. Et en fait, toutes ces pratiques, c'était vraiment des préliminaires faits pour inciter et préluder au plaisir du rapprochement des sexes. Et en fait, l'épilation, c'était pas une métaphore, mais un moyen de désigner un sexe un peu prêt à l'emploi, on va dire. Parce qu'il était recommandé, on ne pouvait pas s'épiler n'importe quand, enfin pour les femmes, c'était recommandé de le faire le vendredi, le jour du hammam, parce que c'était le prélude à la nuit de l'amour du vendredi au samedi. Et donc, à la période du Moyen-Âge, il y avait des juristes qui même disaient qu'il fallait avoir l'accord du mari pour s'épiler. Et comme se colorer le visage en rouge ou les cheveux en noir, ou le soin des doigts, si le mari n'était pas présent auprès de sa femme à ce moment-là, le faire sans sa présence, c'était un péché. C'était vraiment lié pour les femmes au fait d'avoir un mari. Et d'ailleurs, les femmes qui n'étaient pas mariées pouvaient pas aller s'épiler. Et donc c'était une pratique. Donc là, je parle plutôt du Maghreb, parce que oui, il y a d'autres civilisations musulmanes, mais bon, c'est vraiment très très large. Mais en fait, ce que je trouvais, pas marrant, mais c'est que dans les années 50, en fait, l'épilation intégrale pour les occidentales était mal vue, et parce qu'associée donc à l'Orient. Et il y avait même des anthropologues qui avaient remarqué que les femmes maghrébines qui avaient émigré en France, pour s'intégrer, elles avaient un peu arrêté ces pratiques. Elles s'épilaient moins, elles s'épilaient à l'occidental, et finalement, c'était... à l'époque, c'était pas du tout l'épilation intégrale, l'épilation à l'occidentale. Donc en fait, c'est fou comment c'est régi par des modes aussi qui changent, et enfin des cultures et tout, et qui sont hyper larges et cosmopolites, mais quand tout le monde a une obsession avec le poil, quoi. Bah oui, ça rend depuis un peu toujours, quoi. Mais ça va dans tous les sens, quoi. Mais un peu zinzin. Ouais. Et puis donc aussi lié à la mode, que quand les hauts sans manches sont arrivés, on a commencé donc dans les années 20, on a commencé à s'épiler les aisselles, les jupes se sont raccourcies, on a épilé les jambes. Donc, vraiment, c'est que des cercles vicieux. Et je me dis, on s'en sort pas. Ça sert pas à grand-chose, finalement, de trouver le point d'origine de l'épilation. Ça va pas changer grand-chose, à part que moi, j'aime bien... ça m'amuse juste de savoir un petit peu ce qui s'est passé avant. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, finalement, c'est que l'épilation... l'épilation intégrale ou avoir un pubis pas du tout épilé, ça pouvait avoir des connotations positives ou négatives dans tous les cas. Très différentes, ouais. Selon l'époque, selon la culture. C'est vraiment Donc, dans mon livre sur l'histoire des poils, ils expliquent que c'est vraiment l'épilation, c'est un code à entrée multiple. Ça renvoie pas du tout le même message. Même le poil en lui-même, il peut renvoyer des messages de puissance comme de saleté. C'est hyper varié. C'est comme toutes les expressions qu'on a
au quart de poil, ça veut dire que c'est parfaitement réglé. Avoir du poil au cœur, c'est être courageux. Avoir un poil dans la main, c'est être paresseux. Donc vraiment, on ne sait pas où donner de la tête on a avec vraiment le poil. plein d'associations au poil, quoi. Ouais. Du poil au cœur, j'avais entendu. Du poil au cœur, j'ai jamais Moi entendu non non plus. plus. C'est vrai que c'est pas la plus courante. Je pensais à mes associations du coup avec le poil et notamment le poil pubien. Et moi, je trouve que je le trouve très sexuel. Je le trouve puissant, mais puissant en mode sexuel. Et j'ai l'impression, moi, que du coup, s'il est montré, par exemple, bon, moi, je m'épile très peu, mais si par exemple j'ai des poils sur les ailettes, donc sur le début de mes cuisses, quoi, et que ça se voit à la plage, j'ai vraiment cette image que c'est indécent, quoi, que je montre ma sexualité, Oui. et que je devrais pas montrer ma sexualité dans l'espace public, Oui. quoi. Et je sais que c'est une image vraiment persistante en moi, enfin qui est vraiment voilà, qui me dépasse un peu et dont j'ai du mal à me défaire parce que voilà, c'est vraiment Mais mon ça fait impression beaucoup sur le plus. poil, quoi. Ça fait beaucoup plus ça avec les poils du pubis qu'avec les autres poils, genre Mais oui. les aisselles ou les Bah, jambes. moi, j'ai où des on poils s'en sous fiche, les quoi. aisselles et j'ai pas du tout cette impression. J'ai cette impression de puissance aussi, mais aussi de faire ce choix qui soit différent par rapport à ma pilosité et tout machin, mais pas du tout de sexualité, quoi. Alors que vraiment, le poil pubien, je suis là, ce poil que enfin, quasi, c'est comme si ça faisait partie de la partie génitale ou comme si du coup ça rallongeait ce que je peux pas montrer parce que c'est pas montrable, quoi. Oui. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce que tu disais, Aurore, c'est que c'est à mesure que, en gros, on a découvert les corps des femmes, donc en raccourcissant les jupes et en montrant ses aisselles, du coup, il a fallu s'épiler. C'est comme si, du coup, le corps des femmes devenant un peu plus public, il fallait enlever les poils, alors qu'avant, ça posait moins de problèmes. Oui, parce qu'il était caché. Ouais. En même temps, c'est aussi un mouvement, j'ai l'impression qu'à beaucoup moindre mesure, on peut voir aussi chez les hommes d'une période où ils se sont, je sais pas, d'être torse nu, genre par exemple les gens qui poussent à la salle, où il y a plus par exemple une culture du coup de s'épiler peut-être le torse ou quoi, ou enfin il y a aussi un truc du corps montré, j'en sais rien, qui du coup est plus épilé, quoi. Et les sportifs qui sont épilés pour d'autres raisons. Oui, il y a après c'est de performance et tout, quoi. Oui, les Oui, nageurs, mais il y a quand même s'épilent toujours intégralement. quelque chose de rendre visible. Enfin, on a quand même toujours quelque chose avec le poil, je trouve. Enfin, du coup, pas que, parce que tu nous as montré, Aurore, qu'il y a plein d'idées qu'on a sur le poil, mais que c'est un peu sale, quoi. Et qu'une fois que c'est montré, sale, pas forcément. il s'agirait de pas le En montrer. fait, ça qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours sale. Parfois, il y a vraiment, effectivement, associé à quelque chose de sale. Parfois, pas du tout. Parfois, c'est vraiment de la vigueur et de la force physique. C'est ça qui est fou, c'est que ça dépend. Ça dépend aussi de la localisation du poil. Et d'ailleurs, ce que tu as dit là sur le fait de montrer que ça fasse que ce soit très sexuel. Je sais pas si vous l'origine du monde, là, le tableau de Courbet, tout le monde voit ce tableau. Ouais, moi je vois, ouais. Pas du tout. C'est assez flou, quoi. un gros plan c'est un tableau de Ah oui, tout à fait. de vulve, Si, je le en vois. fait. Oui. Alors déjà, en fait, ce que j'ai découvert Mais il y c'est a pas pas vraiment longtemps, une c'est qu'en vulve, fait, non il n'a pas été peint. Le Courbet a pas juste peint la vulve de sa modèle. En fait, c'est un tableau qui est beaucoup plus grand, mais qui a été coupé en 3. Et donc, en réalité, on voit vraiment ça s'appelle l'extase, et donc sa modèle, on voyait vraiment son visage, tout ça. Il y a quelqu'un qui a voulu récupérer le tableau, et pour protéger sa modèle, il a découpé le tableau et a juste donné la partie qui faisait qu'on pouvait pas la reconnaître, donc voilà, sa vulve. Et en fait, ce tableau, il a choqué pas parce qu'on montrait une vulve, parce que en fait, pour l'époque, si on avait juste montré une vulve glabre, ça aurait été une planche Normal, anatomique, quoi. En fait, c'est vraiment le poil qui posait problème. Ouais, qui avait ce côté indécent en mode. Côté, oula, voilà, c'est vraiment ce poil que vous montrez. une femme sexuelle. Et Ah là là. C'est vrai que ça nous aide pas dans nos entrées en sexualité, adolescence, etc. Toutes ces idées qu'on a sur le poil. Mais donc, c'est pas quelque chose qui est simple. moi, ce que je voulais faire sur comment faire pour accepter le poil, c'était comment on change sa perception du poil. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être juste habituer La solution, c'est pas Son de regard. comprendre de pourquoi, de qui, comment, à décider quoi. C'est habituer son cerveau à voir des poils dans d'autres contextes ou à l'associer à quelque chose d'autre que de la saleté ou je sais pas ce que les gens pensent, enfin voilà, mais souvent on a des trucs, des associations nulles en tête, et je me suis rendu compte dans des trucs que j'ai pu lire ou des photos ou des films que voir des poils et que ce soit considéré comme quelque chose de
sexy et que ça ajoute même quelque chose à l'expérience de la sexualité, c'est un super truc pour changer sa perception du poil. Ah oui, carrément. Dans et hors de la sexualité. Enfin, moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu arrêter de m'épiler les aisselles et pendant longtemps les jambes. C'est que du coup, je me suis mis à regarder plein d'images et de vidéos de meufs qui s'épilaient pas les aisselles, quoi. Oui. Parce qu'au début, t'es en opposition, et à force de voir, on s'habitue à tout, en fait. Et après, on est là, ah oui, ça peut être joli. Et donc, moi, j'ai commencé à changer un peu ma perception du poil avec des textes. En fait, j'ai commencé à penser à ça en lisant un chapitre d'un livre qui s'appelle Les Ritales de Cavana. Donc, il raconte son enfance de famille d'immigrés italiens. Et il y a un chapitre qui s'appelle Le Claque. Et dedans, il parle de ses premières fois avec une prostituée. Et il parle et puis après, avec d'autres expériences avec d'autres femmes. Et il parle beaucoup des poils et aussi de l'odeur. Et je trouvais ça aussi intéressant parce que finalement aussi avec le poil il y a l'idée de l'odeur que ça pue, que ça ressent les odeurs. Ça c'est toujours une idée qui. Ouais. Et en fait quand il parle des odeurs, alors il parle pas forcément d'odeur, il dit pas que ça sent la rose, mais il dit que, finalement que l'odeur et le poil c'est hyper excitant et quand on dit ça, finalement on change sa perception du poil et ça devient même, on se dit même putain moi aussi je veux avoir une toison comme cette dame et faire cet effet-là à quelqu'un. Et un autre truc que vous pouvez lire pour changer votre perception du poil, c'est des poèmes de Pierre Louis, donc ça date de 1890. Mais en fait, lui, il a fait une production de poésie, donc des vers obscènes. Il a rédigé une série de sonnets faisant l'éloge d'une partie du corps de la femme, de différentes parties du corps de la femme, dont la vulve. Et il y a même 2 sonnets pour les poils. Quand j'énerve mes doigts dans vos épaisseurs claires, grands poils blonds, agités d'un frisson lumineux, je crois vivre géante, aux âges fabuleux, et broyer sous mes mains les forêts quaternaires. Quand ma langue vous noue alentour de mes dents, une autre nostalgie obsède mes narines, je crois boire l'odeur qu'ont les algues marines, et mâcher des varechs sous les rochers ardents. Mais mes yeux grands ouverts ont mieux vu qui j'adore, c'est un peu d'océan dans un frisson d'aurore, la mousse d'une larme, un embrun d'or vivant, flocon vague et oublié par la main vénérée, qui façonna d'écume et de soleil levant ta peau blanche et ton corps splendide si terré. Donc, il écrit plein de poèmes comme ça sur le corps de la femme, et je trouvais que c'était aussi des trucs sympas à lire pour voir que finalement le poil, ça fait partie de c'est aussi érotique et c'est juste ça. Je reviens encore sur Stéphane Rose là, qui parle de la défense du poil. Il dit que finalement, glabre ou pas glabre, épilé ou pas, c'est juste des plaisirs différents et des sensations différentes. Et le poil peut faire partie de tout un imaginaire érotique. Et je trouvais ça intéressant et que c'était un bon début pas de désensibilisation, mais de changement de comment changer de perception du poil. Voilà. Dans le chat, on nous dit que Pierre Louis c'est assez explicite et à pas mettre entre toutes les mains. Ah oui, c'est ça que oui, j'entends et que c'était plutôt soft explicite. Ce que tu as lu. Bon, c'est bien qu'on ait le soft parce qu'on est quand même en live sur Twitch. on va rester soft, mais on vous donnera des. Oui, j'ai pas pris des liens. Oui. Non, mais après, c'est érotique, c'est ce que tu as dit. Et moi, je t'avoue que le passage sur les poils de ton poème, c'est pas le côté érotique qui m'a sauté aux yeux dans ce qu'il disait. C'était la comparation à l'océan et l'odeur de marée, je t'avoue. Bah oui, mais ouais, je sais, mais en fait, ce que je trouve chouette, c'est un peu comme le truc de Cavana, c'est qu'il dit après, pas que ça sent si bon. t'aimes manger des huîtres, c'est pareil. Mais oui, les huîtres, bon. Je suis végane, mais les huîtres, c'est super bon. Voilà. Mais en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que ça sent pas la rose, mais c'est une odeur. Mais en fait, nos corps ne sentent pas la rose. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas sentir la rose, et c'est les odeurs corporelles qui ont leurs propres odeurs, qui sont aussi érotiques et intéressantes et riches et avec un pouvoir érotique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour finir sur les poils? C'est un long sujet, on pourrait faire un épisode entier. C'est une blague graveleuse, mais on va éviter. Bon, si tu t'auto-censures, c'est peut-être qu'il faut l'éviter. Je ne sais pas. Non, faut l'éviter. D'accord. Dans ce cas, et Love-là, est-ce que tu Non, mais j'ai rien à ajouter. Je pense que j'allais dire, si jamais vous trouvez que les huîtres c'est trop cher, vous savez quoi faire. Voilà, il y a une solution vraiment à moindre coût.
Il suffit que tout le monde soit consentant et enthousiaste. Voilà. N'allez pas mettre vos têtes dans des contrées sans autorisation, mais sinon, allez-y. Bon, Allez. sur ce, on va passer à une deuxième rubrique, parce que bon, on veut bien que ce soit un peu plus long en live, mais on va peut-être pas rester 3 heures non plus, à moins que vous vouliez. Du coup, on va passer à la rubrique de Xan. Oui, Qui c'est est- à moi. Qui veut raconter sa vie Qui veut raconter sa vie? Qui veut raconter sa vie? Qui veut raconter sa vie? Vous allez vraiment les faire tous. Oui, toutes. Qui veut raconter sa vie? Qui veut raconter sa vie? Raconter sa Qui veut raconter sa vie? Alors moi, du coup, ma rubrique, elle va être un petit peu plus personnelle. Moi, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu, qui m'ont déjà rencontré, je suis pas quelqu'un de fin. Je suis assez fort physiquement. Moi, c'est mon poids. Ça a toujours été quelque chose de qui a rimé complexe chez moi. Depuis assez jeune, j'ai jamais été fin à proprement parler. Ça a toujours été quelque chose de compliqué, que ce soit dans le regard que je porte en moi-même ou l'idée que je me fais du regard des autres. Au niveau de mon poids, j'ai essayé des solutions. J'ai eu des périodes où j'ai quand même tenté des choses plus ou moins drastiques pour essayer de me sentir mieux dans ma peau, parce que quand on se sent pas bien avec son poids, on sent pas bien dans sa peau, et donc on se sent pas bien non plus avec le regard des autres. Moi, ça va être un petit peu une séquence disclaimer des choses que j'ai fait mais qui ne sont pas à faire. Parce que pendant que j'étais plus jeune, alors là, je parle d'un temps, des moins de 20 ans ne peuvent plus connaître, mais c'était il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Donc ouais, j'étais assez jeune, pas très intelligent, mais donc c'était une période où ouais, je devais avoir, dans les bas mots, 16-17 ans. Je faisais à cette époque ouais, un bon 90, voire 100 kilos. À cette époque, tout ce qui m'importait, c'était le regard des autres. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à cette époque, c'était vraiment quelque chose qui m'importait, et me voir moi-même dans un miroir, c'était très compliqué. Du coup, moi, j'étais une période. Alors, je vais expliquer ce que je vais faire et de où ça m'est venu, parce que le où ça m'est venu, c'est complètement débile. J'ai arrêté de manger, quasiment, littéralement. Je mangeais un repas tous les 3 jours, donc pour perdre du poids. Un repas Je tous faisais les pas 3 beaucoup de jours. sport. Un petit plat de pâtes tous les 3 jours. Et Genre comme des ça, jeunes, quoi. ouais, c'est ça. Mais j'ai fait ça pendant longtemps. Et j'ai perdu plus de 30 kilos. Je faisais 50 kilos pour 1m90. Donc, un squelette. T'es Mais- passé de 90-100 à 50 kilos. Ouais, au bout d'un moment, Ouais. j'avais perdu 40 kilos à ne pas manger. À ne C'est pas quelque faire chose chez que je- soi non plus. Hein. Vraiment. Non, à ne pas faire chez soi, c'est très déconseillé, parce que très clairement, je me sentais mieux dans ma peau physiquement, parce que j'étais moins épais, mais par contre, le côté santé derrière, c'était vraiment pas ça. C'était une faiblesse du corps, pas possible. Marcher, c'était devenu un calvaire. Manger, c'est je- utile en fait. Ouais, Oui, manger, ben- c'est pas mal en fait. C'est un besoin primaire. Et du coup, t'allais dire, ça t'est venu d'une certaine... Enfin, de ça quelque m'est part, venu quoi. d'un truc à la con. Je regarde beaucoup de mangas. Et Ouais. à cette époque, je regardais un manga qui s'appelle Toriko. Et le personnage de ce manga, le personnage principal, ses pouvoirs viennent de ce qu'il mange, ses attaques, c'est le coup de fourchette, ce genre de choses. Et quand il est à bout d'énergie, son corps commence à se manger lui-même. Donc, ce qu'on appelle de l'autophagie. En fait, quand votre corps n'a plus assez de choses, enfin de nourriture, ce genre de choses, il commence à donc prendre sur ses propres graisses. Et j'ai justement, moi,
très intelligent comme j'étais ado, je me suis dit tiens, je vais arrêter de manger, comme ça mon corps va s'auto-manger et je vais perdre du poids. Alors C'est vrai que ça donne marche, envie hein. quand on se dit son corps va s'auto-manger, tout le monde se dirait oui, C'est ça. j'ai envie que mon corps Ça- s'auto-mange. C'est ça, mais ça marche, mais c'est la pire idée À quel qui prix, soit. quoi. Oui. À quel prix? Au prix au prix de la santé, très clairement. Et dès que vous vous remettez à manger normalement, vous reprenez tout ce que vous avez perdu. Là, le corps, il est en mode survie, hein, donc Bah, après... Ça, je vous en parlerai dans ma rubrique. Ah oui, on va continuer à parler de poids après, mais donc oui. Et alors après en vieillissant, c'est là qu'on se dit on a une meilleure image de soi-même pour ceux qui rencontrent justement ce problème et peut-être étant plus jeunes dans leur vingtaine, le problème du poids. En vieillissant, on finit par moins on s'intéresse moins facilement au regard des autres. Parce qu'on a moins le temps d'y penser aussi, c'est un grand facteur. Mais il y a quelques années, je m'étais quand même remis au sport. C'est quelque chose qui est toujours dans mon idée de me remettre au sport. On en a parlé il y a quelques épisodes. Ouais, non, ça fait 6 mois que je dois m'inscrire à la salle. Mais du coup, est-ce que t'as déjà pratiqué un sport dans ta vie ou pas? Mais oui, il a dit qu'il a fait de l'aviron, plein de trucs. Très jeune, je faisais énormément de sport. J'étais un hyperactif, je faisais du sport tout le temps. J'ai fait de l'aviron, j'ai fait du jiu-jitsu, j'ai fait plein de sports. Et après, je suis devenu plus vieux. J'ai découvert les jeux vidéo et c'était terminé. Le sport, c'était fini mais pour en moi. plus, Internet et tout ça est arrivé en même temps un peu pour les uns les autres. Là, c'était vraiment... on a découvert, quoi. Mais je sais pas, la salle, c'est pas hyper motivant, quoi. Je parle de ça il y a 5 ans. J'ai commencé à me remettre vraiment au sport parce que j'ai eu... En mode à la salle. À la salle. Et j'y allais 2 à 3 fois par semaine. Et c'est vrai que ça, on se le dira jamais assez, mais le sport, ça fait du bien. Et ça fait perdre du poids avec un régime adapté, ça fait perdre. Après, il y a eu la période Covid, donc les salles de sport étaient fermées. Et après, reprendre, je l'ai pas fait. Comme je voulais le faire, mais c'est un truc que je vais faire. Un jour, je le ferai et je vous en parlerai en épisode de ma reprise de sport. Mais avec plaisir. Mais moi, ma reco, vraiment, c'est la salle. Je suis pas sûre. Enfin, je sais pas si ça te chauffe d'aller à la salle, va à la salle. Mais si t'as fait du jiu-jitsu ou de l'aviron, fais ça plutôt. C'est sûrement ça qui va te faire kiffer, non? Non, pas vraiment. C'est parce qu'en fait, ces sports-là, c'était en fait les sports que me proposaient mes parents pour me calmer en fait. Ils m'envoyaient là-bas pour en mode t'es tout le temps actif, il faut que tu te dépenses, va faire du sport. Je kiffais pas plus que ça en fait, c'était juste que ça me dépensait, que grâce à ça j'avais une vie sociale et que c'était cool. Mais en soi, moi maintenant, à aujourd'hui, étant plus vieux, je préfère passer 2 heures à la salle avec mon casque sur les oreilles, faire mon sport, me détendre et me mettre dans mon univers, dans ma tête, que d'aller faire de l'aviron ou faire des trucs comme ça. Ou des sports co, quoi. Mais ça, en plus, tu parles là du coup de ton yo-yo ou ta reprise de poids avec la période Covid. Je pense que c'est une chose auquel pas mal de personnes peuvent avoir des expériences similaires, ou d'avoir arrêté le sport avec le Covid, ou d'avoir commencé le sport avec le Covid. Moi, j'ai eu ça, mais du coup, après d'avoir arrêté, parce qu'il y a un moment donné où la vie reprend, et du coup, ces habitudes-là se perdent. Et il y a plein de gens qui ont pris du poids avec depuis la crise sanitaire, quoi. C'est assez structurel, j'ai pas de chiffres, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne, qui est pas du tout forcément un problème, mais qui est du coup quelque chose le surpoids et l'obésité a augmenté en France dernièrement pour plein de raisons, mais c'est vrai que la crise sanitaire a pas aidé. Rester enfermé chez soi et ne rien faire que manger, ça aide pas beaucoup. Hein. Mais d'ailleurs, je fais mon petit message prévention, mais du coup, le surpoids et l'obésité, c'est vu comme c'est des maladies chroniques. Et il y a aussi des choses qui peuvent être, des accompagnements qui peuvent être proposés, par exemple de l'éducation thérapeutique du patient, pour accompagner les personnes qui sont en situation d'obésité ou de surpoids par des ateliers qui sont adaptés sur la reprise du sport, la nutrition, même si en plus le poids a plein de causes différentes, donc c'est aussi pas du tout les mêmes adaptations selon les causes du poids, quoi.
Mais voilà, il y a aussi un accompagnement médical qui est possible le cas échéant, quoi. Accompagnement médical, accompagnement, tout ce qui va être aussi coach de vie, coach sportif. Psychologique, Xan, tu allais dire Non, j'allais pas le dire. Celui-là, je t'avoue, non. Celui-là, il me. Il n'est pas sorti de ta bouche. Dans ma tête. Hein. Ah là là. C'est vraiment la running gag. Le running gag, ouais. Le running gag. C'est-à-dire séance après séance. Un jour ou pas du tout. Pas du tout. Si. Franchement, c'est mon lobby. Mais c'est mon lobby à tous. Hein. La psychothérapie, c'est vraiment une bonne chose pour les complexes en général et tout le reste de votre vie. Quoi. Ouais, mais du coup, Xan, est-ce que tu te sens complexé encore par ton apparence physique en ce moment ou comment tu te sens par rapport à ça ? Alors, oui et non. Oui, quand je me regarde dans un miroir ou que je me compare, on se compare tous, dans tous les cas, aux autres et un petit peu aux images de ce qu'on voit. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on... surtout, moi, je suis des trucs sur Internet où ils parlent beaucoup de sport, ils parlent beaucoup de musculation. Donc, c'est vrai que tu te compares quand même tu te vois toi, tu vois quelqu'un qui va à la salle 2 fois par semaine, tu te dis ouais, il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc c'est vrai que tu crées quand même toi-même des complexes, mais d'un autre côté, je suis assez Jean foutiste pour ne pas me foutre de trop de complexes non plus. Il faut, parce que rien à foutre de ta dépression. Si, en fait, ferme ta gueule. Vous voyez de quoi je parle ou pas ? Oh, si, rien à foutre. Hein. Non, mais tu vois, vous voyez cette vidéo de Thibaut InShape qui dit rien à foutre de ta dépression, rien à foutre que tu sois fatigué, rien à foutre. Vous voyez pas cette vidéo ? Non, je connais pas. Bon, il dit quoi ? Qui dit qu'il doit se mettre que même si t'es fatigué, tu dois te mettre au sport. En gros, il dit ça. Il dit même si t'es dépressif. En gros, il dit rien à foutre de ta dépression. Juste, t'es un gros feignant, va faire de la muscu, tu vois. Et ça avait fait un gros, évidemment, un gros tollé parce que c'est pas du tout. La dépression, c'est une maladie et tu peux pas juste sortir de la dépression en allant pousser de la fonte, quoi. Mais du coup. Je pense que quand tu disais, Xan, je me suis mis un complexe. En fait, je pense que quand même la société est quand même très forte pour créer des complexes aux hommes comme aux femmes par rapport à leur corps, quoi. C'est pas que toi, quoi. C'est aussi toute la société dans laquelle on vit, quoi. Après, par rapport à ce que tu disais de ce que disait Thibaut InShape, d'un côté, c'est mal dit, mais c'est pas tellement faux parce que le sport ça aide. Quand t'es pas bien, c'est quelque chose qui aide énormément. Donc en fait, c'est juste se donner un coup de pied au cul et se dire faut que t'y ailles. Ça marche aussi avec du renforcement positif et sans crier sur les gens en mode rien à foutre et invisibiliser ce qu'ils vivent, quoi. Nous les mecs, on n'est pas tournés pareil. Si, ça peut marcher. Enfin, il est marrant. Attendez, il y a quelqu'un qui dit il est marrant, Thibaut, quand tu bosses dans le commerce tous les jours de la semaine et que tu as une vie d'adulte active, c'est compliqué d'aller à la salle ou de faire du sport régulièrement. Oui, c'est vrai que. Non, mais c'est ça. Genre, et puis, on en parlait ce matin, c'est clair que nos vies aussi sont hyper chargées et qu'il faut avoir. C'est un luxe aussi, ce temps de faire du sport. Et qui est pas à la portée de tous. Hein. Mais là où je suis d'accord avec toi, Xan, c'est que moi c'est pareil, tu vois, j'ai parfois des problèmes de santé mentale et je sais que le truc qui m'aide le plus, c'est de faire du sport. Mais en fait, je pense pour être vraiment bien, il faudrait que je fasse du sport tous les jours. Mais après, je fais quoi de ma vie, tu vois ? Je fais rien d'autre que de faire du sport. Et je suis pas quelqu'un qui est né pour faire du sport tous les jours, tu vois. J'ai aussi d'autres envies dans ma vie, quoi. Après, et puis nos vies nous le permettent pas forcément non plus. Mais on a des vies assez sédentaires. De pas prendre l'ascenseur, mais de monter les escaliers, d'essayer de partir un arrêt de métro avant. Il y a plein de petits trucs et astuces qui s'intègrent plus dans nos quotidiens. Et c'est vrai qu'on n'a pas les vies les plus adaptées au global. Mais après, à faire beaucoup de sport, c'est pas. Mais c'est des cycles vicieux, quoi. C'est comme la nourriture. T'es déprimé et donc t'as pas envie de te faire à manger, et donc tu manges des trucs de merde et ça joue énormément sur ton humeur. Oui, c'est pas des bons nutriments et c'est un truc sur la santé mentale. C'est pareil, en fait. Donc, mais après, c'est vrai que ce qu'il voulait dire pour moi, c'était plutôt vaut mieux de bouger et d'y aller peut-être une fois de temps en temps que de entre guillemets. C'est un mot que j'aime pas, mais te complaire dans ta situation, de te dire ça va pas, donc ça pourra pas aller mieux, même si j'essaie des trucs, et de pas faire la chose. Après, c'est sûr que si t'es dans une mélancolie profonde, je pense que juste faire du sport, ça va pas suffire. Mais si t'es dans une période un peu d'état
une période un peu down ou en fait ça dépend où est ton curseur Où du on en est, mal-être, c'est quoi. clair. Mais je pense que toujours bon. Alors, il y a C'est une quelqu'un bonne dans le base. chat qui revient du sport, bravo. Ah bah voilà. Non, mais c'est clair. Moi aussi, quand je fais du sport, je me dis mais pourquoi je fais pas toujours ça dans ma vie ? C'est ça de se sentir bien, quoi. C'est vraiment ça. fou. Mais Non, mais c'est clair. je voulais te demander, Xan, est-ce que tu t'as remarqué des différences quand tu étais plus mince ou quand tu avais pris un peu plus de poids que dans ton rapport, je sais pas, à la séduction, tu te sentais mieux quand t'étais... Est-ce que tu te sentais plus capable de, je sais pas, d'aller vers quelqu'un quand tu étais plus mince ou plus à l'aise Bah. dans ta sexualité ou ça changeait rien Est-ce que ça change Alors après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. À cette époque-là, j'étais plus renfermé sur moi-même. Donc c'est vrai que ça jouait là-dedans. Et quand j'ai perdu du poids, je m'ouvrais plus facilement aux autres. Ouais. Après, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte. Et aussi en vieillissant, maintenant, je suis quand même assez extraverti quand je suis dans la société. Donc je parle assez facilement aux gens, je discute, je rigole avec tout le monde, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie perso. Mais donc ça me bloque pas. Sur le côté séduction, oui, ça peut bloquer parce que tu te dis voilà, t'es pas dans les standards de beauté, donc tu sais que ça tu te mets entre guillemets une balle dans le pied dans ta recherche amoureuse. Mais c'est vrai que pour le côté sociabilisation, ça me bloque pas de ce côté-là. Ok. Mais après, le truc de se mettre une balle dans le pied, je sais pas si c'est... Enfin, j'ai une fille que je suis sur Instagram qui est en surpoids et qui expliquait que juste le fait de penser que comme elle était ronde, elle pouvait pas sortir avec... Elle avait un plus petit... elle pouvait sortir avec moins de monde que les autres. C'était juste cette pensée limitante qui faisait que, effectivement, elle sortait avec moins de monde. Enfin, après, j'ai pas de solution à ça, mais que c'était juste la pensée qui faisait que elle avait moins de possibilités et pas la réalité de son corps, en fait. Donc c'est un peu... Oui, mais après, il y a une différence entre la dating life masculine et féminine. et la dating life féminine. Donc, il y a aussi cette Non, différence-là qui après, rentre je en pense jeu. qu'il y a les deux. En fait, évidemment, on s'auto-limite. On s'auto-limite souvent sur nos corps aussi. Moi, par exemple, la pilosité, le fait d'avoir des poils sous les aisselles, je m'auto-limite plus du tout par rapport à ça. Je me dis pas, je vais rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'il va penser ? Et du coup, je pense que je suis tellement à l'aise avec moi que vraiment, j'ai jamais eu des différents partenaires que j'ai pu avoir, quelqu'un qui m'a fait aucune réflexion là-dessus. Parce que je pense que je laisse même pas la place. Je suis tellement en mode, c'est tellement normal que du coup, tout le monde trouve ça normal, quoi. Et bon, Oui, le c'est poids, sûr évidemment, que il y a des choses limitantes. Après, bon, il y a aussi des standards de beauté qui font que on peut, que dans les recherches ou les attirances, ça peut jouer. Il peut y avoir des discriminations, en fait. Après, c'est sûr que si t'es arrivé en disant oui, au fait, tu laisses pas la porte ouverte parce que c'est ça, je dis pas désolé, mais en fait peut-être, mais voilà les poils. Oui, est-ce que t'es ok avec les poils ouais. Comment non, tu te sens par rapport à je ça? En fait, je suis tellement bien avec, c'est que je l'oublie, quoi. Après, c'est plus facile parce que c'est un choix. Enfin, c'est plus facile, ça a pu être difficile, mais c'est un choix que j'ai décidé de faire, en gros, quoi. Enfin, il y a d'autres choix discriminants qui sont moins décidés par la personne et du coup c'est pas exactement les mêmes choses qui se jouent aussi, quoi. Est-ce qu'on continue sur la question de l'alimentation avec ta rubrique, Love là? Ouais, si Xan t'as fini ta rubrique, pour moi, on est pas mal de mon côté. Je pense que la tienne va faire la suite. Hein. Ouais, c'est marrant parce que ça fait vraiment écho les deux. Donc moi, c'est le message de Santé publique France. Santé publique France. Le message de Santé publique France. Donc donc moi c'est ça, mais je vais aussi commencer par raconter un peu ma vie. En 2020, moi aussi c'est pareil, comme tout le monde, on était confinés. Et j'ai pris du poids sans vraiment m'en rendre compte, alors que franchement c'était plutôt obvious que je mangeais énormément de pâtes à la burrata et des cookies très fondants avec plein de chocolat et de beurre de cacahuète. Et le seul truc que je faisais, c'était aller du lit au canapé et taper sur un clavier. Donc ça semblait assez évident que ça allait se finir en prise de poids. Mais je m'en suis pas trop rendu compte. Et c'est plutôt du coup en septembre 2020, j'ai été chez ma médecin et elle m'a pesée. Et là, je me suis rendu compte qu'en 9 mois,
j'avais pris 7 kilos. Et au début, j'ai fait comme si je m'en fichais parce que en vrai, mon IMC était toujours normal. Alors l'IMC, c'est une mesure qui est un peu controversée, mais on se base quand même beaucoup là-dessus pour dire est-ce que tu es en surpoids ou est-ce que ça va, quoi. Obèse, oui. Oui, ou est-ce que tu vas, oui. Oui. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit je m'en fiche, mais en fait, progressivement, c'est devenu hyper grave et important dans ma tête. Ça s'est un peu insinué comme un poison. J'ai commencé à compter les calories de tout ce que je mangeais. J'avais une application où je regardais les calories et j'étais là, est-ce que j'ai le droit de manger ça ? Est-ce que là, du coup, techniquement, ce soir, il faut que je mange que 300 calories. Enfin, c'était assez dramatique, quoi. Et puis, du coup, dès que je mangeais un truc qui était trop gras, je culpabilisais énormément. Et j'étais là, mais non, j'aurais pas dû manger ça. Et limite, du coup, j'avais mal au ventre en anticipation des choses que j'allais manger, genre... Avant, ça me faisait trop envie de manger une tartiflette, mais là, je me disais, oh là là, je peux pas manger une tartiflette en fait parce que c'est beaucoup trop gras. Et du coup, on était à nouveau confinés ou en couvre-feu, et moi, du coup, à ce moment-là, je travaillais presque plus. Du coup, j'étais souvent chez moi et globalement assez déprimée parce que c'était pas une période hyper réjouissante. Et en fait, du coup, je culpabilisais de manger au repas, donc je restreignais un peu ce que je mangeais au repas. Et après, comme j'étais seule et triste chez moi, je mangeais énormément de trucs en grande quantité, du sucre ou des trucs réconfortants parce que j'étais triste et seule et je voulais oublier ça. Donc, je mangeais pour compenser ça, quoi. Et du coup, je retourne voir ma médecin en janvier 21. Et je lui dis, non, mais là, ça va pas du tout. J'ai pris du poids, qu'est-ce que je fais ? Et elle me dit, mais vous voulez voir un nutritionniste, ça peut peut-être vous aider. Et en fait, là, j'ai fondu en larmes, c'était horrible. Et elle me dit, en fait, plutôt, on va voir une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, j'ai fait cette thérapie. Lélina, tu dois être fière de moi. Oui, bravo. T'as pas eu besoin de moi dans ta vie pour faire des thérapies. T'es plutôt la précurseur, d'ailleurs. Oui, c'est clair. Moi, je suis un peu... dès que j'ai un petit problème, je suis là, je vais voir un psy parce que je pense que là, il faut régler ce problème. Ah oui. Mais en fait, du coup, j'ai été voir cette psy en me disant, je vais régler mes problèmes du trouble du comportement alimentaire. Et en fait... j'ai découvert que c'était pas du tout nouveau chez moi d'avoir cette problématique-là. Parce qu'en fait, dès l'enfance, quand je me sentais seule, et ça arrivait assez souvent parce que mes parents travaillaient tard, je rentrais, j'étais seule, je m'ennuyais, et du coup, je mangeais des gâteaux et du chocolat, et voilà. Enfin, c'était un peu comme ça que je passais mon émotion de solitude et de tristesse. Et puis, en plus, j'étais une enfant de base assez dodue. Et tout le monde me le faisait bien remarquer, donc ça c'était pas hyper agréable. Et en fait, je suis passée de l'enfant dodu à l'ado avec des formes. Il n'y a pas eu trop d'entre-deux. Parfois, il y a des personnes, je pense dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait qui a grandi, qui a perdu du poids à l'enfance. Moi, en fait, je suis passée en grandissant. Et en fait, moi, je en grandant. En grandant. Parce que je disais, c'est Zeria dans le chat qui a dit oui. Ouais. Et en fait, moi, pour le coup, j'ai pris en sein et en fesses et en cuisses. Et je suis devenue, en gros, en primaire, j'avais des seins. Et du coup, j'ai passé vraiment de l'enfant dodu à l'ado avec des formes, alors que personne d'autre n'avait des formes. Donc ça, c'était assez complexant aussi. Et en fait, directement, il y a eu ce truc de, en fait, du coup, maintenant, je suis une femme. Et donc, je vais rentrer dans les codes de la féminité. Et en fait, les codes de la féminité, c'est globalement être mince. Et par exemple, dans les magazines féminins, les meufs, elles n'ont pas de cellulite. Des choses dans lesquelles moi, je me reconnaissais déjà pas, alors que j'étais ado et j'aurais dû avoir un corps parfait. Parce que ado, on n'est pas censé avoir les problématiques que les femmes ont. C'est un peu le mythe que un corps jeune est toujours plus stylé qu'un corps de femme adulte. Et puis, il y a aussi le fait que, en fait, je me suis rendu compte en faisant ma thérapie que tout le monde dans ma famille a des problèmes de troubles du comportement alimentaire. On gère tous nos émotions en mangeant énormément. Donc, je me suis dit,
il faut pas peut-être on peut changer ça. On n'est pas obligé de rester dans ce cycle familial. C'est ça, dans cet héritage familial qui, par ailleurs, ne m'apporte rien de positif. Ouais, on se refile, Et du coup, fou, les trucs. Ouais. En fait, tu vois ta famille fonctionner comme ça, tu te dis c'est normal. En fait, c'est comme ça. Et du coup, en fait, ce que je voulais apporter dans cette rubrique, c'était les conclusions de ma thérapie. En gros, c'est-à-dire si vous n'avez pas des centaines d'euros à dépenser et que vous voulez avoir les conclusions, mais c'est mes conclusions à moi. Dans le bisoudrome. C'est ça. Vous les aurez. Mais après, c'est mes conclusions à moi. Et je rappelle que je suis pas médecin, je suis pas professionnelle de santé et je n'ai pas de problème de santé lié à mon poids. C'est différent si jamais c'est le cas pour vous. Mais en gros, il y a du coup en thérapie comportementale et cognitive liée au TCA, donc ce que moi j'ai suivi comme thérapie, il y a un principe qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui est un concept qui a été développé par Evelyn Tribol et Elise Reich en 1995. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a aidée et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai plus jamais fait de petites crises en mode mais j'ai envie de manger et tout ça. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave que ça réarrive. Et juste, en fait, j'ai changé mon rapport à mon corps et à l'alimentation grâce à ça. Du coup, les petits tips que je peux vous donner, c'est déjà d'essayer de se reconnecter avec sa sensation de faim. Parce qu'en fait, quand on a ces problèmes de troubles du comportement alimentaire, on sait plus, en fait, quand on a faim. Donc, en fait, on mange par j'allais dire prétexte, c'est pas ça le mot, par réflexe. J'avais un peu ça, je savais pas si j'avais envie de manger ou si j'avais vraiment faim et c'est dur de... Ou si tu t'ennuies, quoi. Je pense que elle a été coupée, mais ce que Love là allait dire. Ouais, et du coup quand plutôt essayer de vraiment manger quand on a faim et pas quand c'est l'heure ou quand je sais pas, t'es dans un contexte social avec tes collègues ou quoi et tu te dis en fait c'est l'heure de manger mais t'as pas faim, ne mange pas en fait, juste mange quand t'as faim. Et aussi ce que tu disais Xan, les régimes en fait c'est vraiment pas une bonne idée parce que ce que ton corps il fait c'est que du coup il va perdre en fait il se dit ok là il y a période de famine donc je vais prendre les stocks mais après dès que t'arrêtes la période de famine ton corps il s'est dit ok donc j'ai vécu une période de famine donc il faut que je restocke un max au cas où la famine réarrive. Donc du coup tu vas juste reprendre du poids encore plus vite et encore plus que ce que t'as perdu techniquement. Clairement. Du coup les c'est clair qu'on en est revenu de cette période régime Weight Watchers et tout, on était là non mais tout ce qui suffit c'est de bien gérer la phase de stabilisation après, était là mais non en fait mais ils savaient pas mieux mais du coup on a aussi cet héritage de régime là qui tend, enfin c'est plus ce qui est le cas dans ce que promeuvent les gens dans le milieu quoi mais Après, c'est pas manger moins, c'est manger mieux surtout qu'il faut faire. Ouais, mais tu vois, par exemple, le fait de diaboliser certains aliments, comme moi je le faisais, c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'en fait, du coup, Enfin, moi, je le vois dans ma famille, c'est genre, tu vas pas manger un truc parce que tu dis, je peux pas le manger parce que ça va me faire grossir. Alors qu'en fait, je sais pas, un beignet au chocolat, si tu le manges, ça va pas te faire grossir, c'est le fait d'en manger 12 dans la même journée qui va te faire grossir. Mais en fait, c'est pas normal de manger 12 beignets dans la même journée, tu vois. Et ensuite d'enchaîner avec des pâtes et du riz et tout. Donc c'est vraiment juste, faut pas diaboliser les aliments. Et une fois que tu manges normalement, je sais pas, par exemple, t'as mangé un beignet à 4 heures, potentiellement à 20 heures, tu vas peut-être pas te faire un domac parce que en fait, t'auras pas faim. Si tu regardes vraiment ta faim, tu vois que finalement t'as pas aussi faim que si t'avais pas mangé de goûter quoi. Ouais. Après, ce qui est important aussi dans la nourriture, c'est avoir un rythme régulier de repas. Genre de pas faire un repas un jour à 15h, un autre repas à 22h et après le lendemain manger à 5h du mat, ce genre de choses. Essayer de au mieux réguler sur des heures un peu plus fixes entre guillemets. Ça, franchement, je sais pas. Parce que moi aussi, j'avais ces problèmes dans ma famille, on avait les femmes de ma famille étaient... Enfin, ma grand-mère, elle me disait, si t'as faim, bois de l'eau. Ce genre de truc. Donc, plein d'idées à la noix, ou des aliments interdits, tout ça. Donc, je comprends très bien ce truc. Et donc, pendant longtemps, j'avais vraiment la bouffe, c'était
toujours un peu dans ma tête, un cookie, un gâteau, j'ai envie de ça, je le prends, non, je le prends pas. Et je trouve que ce qui est fou avec l'alimentation intuitive et arrêter d'avoir des aliments interdits, c'est qu'il y a un passage où tu dois... en fait, si tu as envie d'un truc, juste t'as le droit, et donc si tu veux du Nutella, t'achètes du Nutella, voilà. Et en fait, quand les aliments sont plus interdits, ton cerveau, il est plus en train de se dire mais si j'en prends pas maintenant, j'en aurai plus jamais. Il est juste si j'en veux, j'en ai en fait. Et donc t'es plus obsédé sur ces trucs-là. Et donc maintenant, ça m'arrive d'aller dans des supermarchés, alors qu'avant j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais été comme ça. Je peux aller devant les paquets de gâteaux et me dire il y a rien qui me fait envie. Alors qu'avant j'aurais été zinzin quoi. Mais j'ai remarqué en fait que beaucoup de gens dans mon entourage ont manifestement des problèmes avec l'alimentation. En fait, chez moi, il y a souvent genre des gâteaux apéro ou des trucs comme ça. Et j'ai des potes qui viennent chez moi qui sont en mode mais je pourrais pas avoir ça tout le temps chez moi. Comment tu fais pour pas les manger? Et je suis là en mode je sais pas, j'en ai pas envie donc je les mange pas. Mais c'est juste, c'est parce que en fait oui, je les ai tout le temps. Donc en fait, si j'ai envie d'en manger, j'en mange. Et puis puis en fait, j'ai rarement envie de m'enquiller tout un paquet de chips toute seule. C'est pas un truc. Après, si ça doit arriver, c'est pas grave aussi, parce qu'il y a un truc comme ça. Ma psy, ce qu'elle me disait tout le temps, c'était mais en fait, au pire, faites-le et vous verrez bien. Et en fait, à force de faire des craquages comme ça, tu te dis mais en fait, ça n'a pas vraiment. Tu te sens pas franchement mieux parce que souvent, mais c'était un autre truc que je voulais dire, c'est que souvent, en fait, tu manges par ennui ou par tristesse, par frustration, et en fait, tu associes le truc tu associes cette émotion à manger. Alors qu'en fait, c'est ce lien-là qu'il faut un peu casser, c'est-à-dire que ton émotion, tu peux probablement la gérer d'une autre manière. Par exemple, juste en la regardant et en étant là en mode « Bon, là, je suis triste. Bon, là, je m'ennuie. » Et du coup, avoir une réaction plus adaptée que peut-être se jeter sur la nourriture à ces moments-là, quoi. En fait, et dans ce que tu dis, Love, là, je trouve qu'il y a l'idée aussi quand elle dit « Bon, au pire, pas au pire, mais en fait, faites-le et vous verrez. » Il y a un gros travail sur la culpabilité quand on a un rapport à la nourriture qui est compliqué, et qu'en fait une manière aussi de s'en sortir ou d'aller mieux, c'est de travailler sur cette culpabilité là, parce que d'être toujours dans des trucs de culpabilité, de là il faudrait que je mange, là je mange trop, là il faudrait pas que je fasse ci, là il faudrait que je fasse ça, oh non mais maintenant j'ai fait ci, c'est horrible et tout, ça crée aussi des schémas psychologiques qui sont pas favorables à faire les choses plus en conscience. C'est clair qu'il faut vraiment pas se culpabiliser, ça c'est vraiment pas une bonne idée. Et en effet, dans le chat, Gabon dit aussi que on mange plus que nécessaire. Moi, j'avais aussi ce truc de quand je mange un bon repas, par exemple les brunchs, faut vraiment que je me pète le bide. Ça c'était avant. Fallait vraiment que je sorte de table en ayant en roulant quoi. En ayant vraiment mal au ventre tellement j'ai mangé. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai appris à déconstruire aussi. En fait, c'est pas parce que en fait dans ma famille, en gros, quand t'es heureux, tu manges beaucoup, mais en fait, après je suis malheureuse parce que je suis pas bien parce que j'ai trop mangé. C'est pas une bonne idée en fait des fois on a plus faim et juste faut s'arrêter de manger, même s'il en reste, c'est pas grave, il en restera pour demain. Ça marche. Il y a des cultures familiales où il faut finir les assiettes. Et ça, ça dérègle complètement le rapport à la faim. Quand tu es dans une famille ou des groupes où il faut finir ses assiettes, tu fais plus attention à ta sensation de faim. En fait, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de finir l'assiette. Et donc, ça fait que tu sais plus reconnaître les signaux qui disent « là, j'ai plus faim ». Où je suis à 80% de faim, là j'ai 100% plus faim, et là je me pète le bide. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'est plus du tout connecté au... En fait, il faut, avec les troubles, pas les troubles alimentaires, l'anorexie, tout ça, boulimie, c'est autre chose, mais quand on est un peu dans le contrôle de l'alimentation, le problème c'est qu'on ne fait pas confiance à notre corps. On pense qu'il nous ment, ou qu'on ne peut pas lui faire confiance en fait s'il veut alors qu'en réalité, souvent, si on est connecté à ses sensations de faim et ses envies, spontanément, ce que je me disais avant quand je commençais à regarder des trucs sur l'alimentation intuitive, je me disais mais c'est pas possible, si je fais ça, je vais bouffer que de la merde, je vais bouffer du Nutella, de la raclette, je vais pas m'en sortir. Et en réalité, ton corps, bouffer des frites pendant 3 jours, t'en as vite marre en fait. Et le corps sait très bien se réguler tout seul si tu
si tu l'écoutes. C'est ça qui est fou, je trouve. Ah, c'est une machine super bien huilée. Ouais. Hein. Il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Ah ben, Donc, c'est clair, faut, c'est fou. faut écouter son propre corps plus souvent. C'est pas facile, mais C'est ça. c'est vrai que c'est Je une super machine. Je m'en étais rendu compte à un point vraiment hyper grand quand j'étais devenue végane, parce que tout d'un coup, j'ai eu envie de genre flageoler. Et j'avais jamais eu envie de flageoler de ma vie. Et c'était mon corps qui avait envie de protéines et qui me l'a trouvé dans le bon ingrédient. Et j'étais assez fou, quoi, que mon corps qui me dit mange des flageolets. Et tout d'un coup, ça me semble hyper désirable, quoi. Et dans le chat, Charlie Abnormal nous dit: mon seul problème, c'est les M&M's quand je suis devant le PC. Donc, vu que ça fait 1h20 qu'on est là sur ce live, je suis en train de t'imaginer manger tes M&M's méthodiquement l'un après l'autre en nous écoutant et étant là, waouh, ça fait 30 minutes qu'on parle de poids. Mais du coup, pas de culpabilité. Voilà, non, culpabilise pas. Profite de tes M&M's. Mais c'est voilà, ça le truc. C'est un super choix. Le problème de quand on mange devant la télé, en fait, c'est qu'on n'est pas à ce qu'on mange. Et donc. Moi, je sais que je voyais une psy à un moment, donc je la voyais pas pour des troubles alimentaires, mais elle avait une spécialité dans les troubles de l'alimentation, donc parfois ça pouvait m'arriver de lui parler d'alimentation, et elle disait oui, quand on mange machinalement devant la télé, en fait, le problème c'est qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on mange. Donc normalement, si tu te concentres sur tes M&M's, sur la texture, sur le goût, normalement ton cerveau va assimiler que tu manges et être satisfait, parce que si tu fais pas attention, que tu fais deux choses en même temps, ton cerveau, en fait, tu vas jamais être satisfait parce que ton cerveau, il aura pas enregistré l'information, il aura pas perçu le goût du M&M's. Donc c'est une des... Si tu veux essayer quelque chose pour calmer tes pulsions de M&M's, c'est de consacrer du temps, d'être concentré sur tes M&M's, en fait. Et en même temps, oui, c'est vrai que ça, c'est cette envie d'avoir un goût de M&M's en écoutant le Bisoudrome. mais c'est vrai que c'était aussi un conseil que m'avait donné ma psy, c'est qu'elle m'a dit, si jamais ça vous arrive de quand même craquer, de quand même faire une petite crise de boulimie, quoi, concentrez-vous vraiment sur ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de manger des trucs et genre de le mâcher vraiment lentement, comme faut le faire du coup pour bien se rendre compte. Enfin, faut bien mâcher pour se rendre compte de ce que tu manges et tout ça, et sentir et te dire ok, je sens ça et tout. Voilà, et de le faire. Et j'étais vachement vite écœurée en fait, parce que quand tu fais des pulsions comme ça d'alimentation, souvent moi ça se portait sur du sucré, et du coup maintenant je mange beaucoup moins de sucré du coup, mais ça se portait sur du sucré et du coup bah tu manges beaucoup, mais en fait c'est vite écœurant en fait de manger genre une brioche au Nutella. Tu peux pas, si tu te concentres vraiment, tu peux pas vraiment manger 4 tranches, c'est assez écœurant quand même. Bon, je fais quand même je dis qu'on n'est pas professionnel de santé. Oui, on vous mettra des ressources en barre d'infos. Aussi, et l'Aurore... j'ai fait un mélange, l'Aurore. Et Lovela et Aurore, qui en ont parlé plus, ont aussi, du coup, vu des psys, pas forcément que pour ça ou pour ça, mais du coup... c'est toujours intéressant. Ouais. Et on va peut-être passer à notre dernière rubrique. Non, non, parce que j'avais pas tout à fait fini, je suis désolée. Fini alors, fini. Je suis le maître du temps. Je suis désolée. Et c'est juste que du coup, dans les dernières pistes qui sont intéressantes, c'est de se dire vraiment que son corps, il est bien comme il est. Moi, je sais que du coup, je focalisais vachement sur ma cellulite, mais je me suis rendu compte que ma cellulite, elle m'empêchait pas de faire quoi que ce soit que j'aime dans la vie. Et que du coup, plutôt que de passer toute ma vie à me dire j'ai trop de cellulite, peut-être que je pouvais passer plus de temps à profiter des expériences que je peux faire malgré ma cellulite, comme par exemple, je sais pas, faire du sport ou ce genre de choses. Et aussi pas se forcer. C'est pour ça que je disais à Xan tout à l'heure, genre, est-ce que tu as vraiment envie d'aller à la salle ? Parce que moi, je sais que pendant le confinement, du coup, à un moment où j'étais vraiment dans ce truc, il faut que je perde du poids et tout ça, je m'étais dit, je vais courir, parce que c'est vrai que courir, t'as vraiment cette pensée que ça va te faire maigrir rapidement. Et en fait, moi, je déteste courir, mais vraiment, c'est un truc que je déteste. Et je me forçais à faire ça, alors qu'en fait, il y a plein de sports que j'adore et que je préfère faire, donc juste pas se forcer à faire des choses qui nous plaisent pas, parce que du coup, on va pas avoir envie de les faire, alors que, je sais pas, nager, par exemple, c'est un truc que j'adore faire, et que du coup, je peux vraiment y aller souvent, et juste...
plutôt faire ça plutôt que de faire des choses parce qu'on a l'impression que c'est bien. Genre, pareil, je déteste manger des pommes. Il paraît que c'est bien de manger des pommes pour la minceur. Je mange jamais de pommes parce que ça m'intéresse pas les pommes. Voilà. On n'est pas obligé de manger des pommes. On peut manger d'autres fruits. On peut faire manger d'autres des sports fruits, c'est bien, mais on peut choisir nos fruits de saison. Non, vous faites ce que vous voulez. C'est pas le propos de ce podcast. Je refais un petit aparté sur le sport. Après, moi, il y a aussi le fait que, de mon côté, il y a aussi un impact sur ma santé qui fait que la salle de sport est ce qu'il y a de mieux pour moi et pour ma santé aussi de ce côté-là. Non, mais c'est ça que je disais en disclaimer au début de ma rubrique. Je parle vraiment de personnes qui n'ont pas de problème de santé, mais juste des troubles du comportement alimentaire qui sont pas liés à des problèmes, enfin, tu vois, qui n'ont pas de... Parce que c'est sûr que si vous avez des problèmes de santé, voyez des médecins, en fait. N'écoutez pas le bisoudrome. Dans tous les cas, allez voir des médecins en plus du bisoudrome. Voilà, pour quelques questions qui soient, et on vous donnera des ressources. Bon, on peut y aller maintenant. Oui, c'est fort compliqué, clairement. Courir, c'est compliqué, mais c'est cool. Moi, je suis la coureuse qui suis là maintenant, mais au début, je détestais ça. Mais maintenant, j'adore. Bon, bref. Dernière rubrique, un avis sur tout. 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 Surtout un avis. Un avis sur tout. Du coup, c'est la mienne et je vais parler du pouvoir des shootings photos. Donc, je vous propose une idée, un outil, quelque chose pour célébrer son corps et l'apprécier. Parce que du coup, j'ai fait 2 shootings photos dont je vais vous parler. Et à la base, moi, les photos, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je me suis jamais trouvée photogénique. Et contrairement à ma petite sœur, qui elle est vraiment ultra photogénique et qui adore depuis qu'elle est toute petite être prise en photo. On a vraiment des photos de elle, mais à 3 ans, en posant, quoi. Elle posait, mais dès le début, elle était vraiment en mode « Papa ou maman, prends-moi en photo ». Et elle se plantait là, elle posait, elle faisait des... Voilà. Et j'étais là, waouh, et ça me semblait vraiment ouf qu'elle ait cette capacité-là que je me sentais pas du tout avoir. Et en plus, ça a été assez quelque chose qui a créé des complexes d'être prise en photo. Parce que souvent, quand je me vois moi-même, mon corps dans le miroir ou quoi, je me sens bien avec moi-même. Et il y a quelque chose dans la photo qui fige, où tout d'un coup, on voit la photo, on est là en mode « Ah ouais, je suis comme ça ou j'ai ça ». Et bon, je vais aussi un tout petit peu parler de poids là-dedans, mais j'ai aussi pris du poids avec la pandémie et tout. Bon, voilà, on a compris l'histoire. Et je m'en étais pas trop rendu compte non plus. Et en fait, c'est un moment, on a pris une photo de moi quand j'étais en vacances avec mes potes. Et je me suis vue en photo et j'étais là. Oh, et c'est là que j'ai vu que j'avais pris du poids, quoi. Alors que moi, face à moi-même, sans la photo, j'étais très bien, quoi. Et du coup, les photos, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attirée. Ah oui, je vois qui tu es, Charlie. Il m'a dit dans le chat qu'il a été photographe, donc on vous mettra son lien Insta. Mais du coup, oui, ça m'avait jamais trop attirée. Je me suis mis un peu par hasard à suivre des photographes sur Insta, à en suivre notamment une sur l'île, bientôt en Bretagne, que j'aime beaucoup, qui m'a photographiée, qui est du coup Ivanalice. Je vous mettrai son lien, Maëlys. Et aussi, bon, ça c'est un truc qu'une pote m'avait dit quand je suis rentrée dans le BDSM. Ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est un milieu qui est très artistique, avec énormément de photographies dedans. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup exposée à de la photographie, quoi. Et du coup, je sais pas, enfin voilà, j'avais jamais été beaucoup exposée à des gens qui se faisaient prendre en photo et tout. Et là, je l'ai été. Et je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas, franchement, c'est une expérience, ça me change, voilà, ça me sort de ma zone de confort. En plus, j'étais en train de commencer mon compte Insta là, d'artiste Lélina Kous et j'avais besoin de matière à mettre dedans. J'avais envie de faire des choses un peu voilà, sur l'intimité, le rapport au corps et tout, donc ça tombait bien. Et du coup, j'ai fait 2 shootings avec Maëlys, là, Ivanalice, et j'ai adoré. Et en fait, maintenant, franchement, les shootings, bon, avec les psychothérapies, c'est ce que je conseille à tout le monde. Après, c'est un petit budget de faire des photos, donc c'est pas pour tous, quoi. Mais je conseille à tout le monde de faire ça à un moment donné dans sa vie, si elle en a envie, en a les moyens. Du coup, j'ai fait pas mal des shootings du coup en sous-vêtements et nus la dernière fois. Et je trouve que c'est vraiment une trop belle manière de célébrer son corps parce que du coup, on a aussi un artiste qui porte un regard sur son corps, qui du coup en fait des beaux clichés, quoi,
qui sont du coup c'est une chouette manière de se voir. Même, je trouve que ça a eu des effets en mode, du coup, les galeries pour choisir les photos, je les passais aussi à mes potes, je les ai passées à Lovela, à Aurore, à d'autres potes. Et du coup, c'est aussi un peu un partage parce que du coup, j'ai montré des photos ultra nues de moi à mes potes qui ne m'avaient pas forcément vue nue parce que du coup, c'était dans ce cadre artistique. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs dans la photographie et autour de cette expérience-là qui m'ont vraiment... beaucoup plu et dont je trouve que c'était une chouette expérience, même pour les personnes qui se croient pas photogéniques, quoi. Après, je dis pas que, évidemment, la photographie, poser, ça s'apprend. Il y a des gens, c'est leur métier, donc les premières photos qu'on fait, ça va pas être des mannequins dans des magazines, quoi. Mais même en partant, en étant débutant, en le faisant juste comme ça, on a des beaux clichés de soi et je trouve ça trop chouette, quoi. Voilà. Moi, c'est un truc que j'aimerais trop. J'ai des références que je mettrais en barre d'infos de photographes que j'aime particulièrement dans quelques villes différentes. Donc voilà, comme ça, si jamais vous avez envie, vous pouvez aller suivre leur compte, voir ce qu'ils font. Donc, je sais pas si ça fait réagir. Je pense que je suis la seule dans ce cas de figure à faire prendre en photo. Non, mais moi, c'est un truc que j'aimerais trop faire, en fait. Avant que tu le fasses, ça me parlait déjà. Je pense que quand j'étais plus jeune, je voulais même je voulais poser nue pour, vous savez, les écoles de beaux-arts ou quoi. Il y a cette possibilité d'être modèle pour... vivant. Modèle vivant. Et c'est un truc que j'avais toujours voulu faire pour justement me dire va y avoir un regard qui va être posé, mais un regard bienveillant en fait potentiellement, puisque c'est des artistes, donc c'est toujours... Et artistique, je trouve ça intéressant, du coup, que ton corps est aussi un matériau artistique, que ce soit dans la photo ou dans le nu, peint, quoi. Et ouais, je trouve ça vraiment trop chouette comme expérience, donc j'aimerais bien la vivre un moment. C'est vrai qu'avec ce qui est bien de faire des photos... Après, là tu parles plutôt de dessin, j'imagine, en modèle vivant. Mais de voir un photographe pro, c'est que vraiment, leur métier, c'est pas juste utiliser l'appareil photo, c'est aussi la mise en lumière. Et c'est vrai que c'est hyper important. Je sais pas... Il y a un film qui s'appelle L'Enfer, je crois, avec Romy Schneider. Et en fait, on voit une lampe qui tourne autour de son visage. Et donc, les ombres tournent aussi. Et on voit à quel point ça change le visage. Et ça met certaines lumières mettent vraiment en valeur. Et d'autres, vraiment, on a l'impression que t'es un zombie. Donc, des fois, c'est bien d'être dans les mains d'un pro, quoi, pour certaines choses, comme chez le coiffeur ou j'en sais rien. Il y a des gens qui savent mettre les gens en valeur et dont c'est le métier, donc des fois ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, je trouve que pour le coup, il y avait, quand j'étais en thérapie, il y avait aussi ce truc d'image par rapport à moi-même où je trouve que, tu sais, sur un miroir, t'es un peu aplati. Je sais pas, on voit ton corps quand tu te regardes toi, tu te vois de façon pas vraiment, je sais pas vraiment on voit volume. pas autant les formes, on voit pas autant les volumes, c'est clair. Ah ouais. Et oui. Du coup, il y a un peu ce truc de... je sais pas, c'est figé. Il y a un truc qui est pas naturel. Et du coup, moi, j'ai vraiment... j'ai du mal... Il y a plein de situations où j'ai du mal à me regarder dans un miroir. Alors qu'en photo, franchement, je peux voir même les trucs que j'aime pas sur mon corps. Ça me dérange beaucoup moins en photo que dans un miroir. Du coup, je trouve que le rapport à la photo, il est chouette pour ça, parce que t'as vraiment ce truc de... En plus, c'est quelqu'un qui te prend en photo à un moment, donc c'est pas juste toi qui te regarde en face. Bref. Je trouve que c'est cool, les photos pour ça. Ah, c'est marrant, moi, alors, pour le coup, moi, j'adore me regarder dans un miroir, mais aussi parce que, je sais pas, il y a un peu... Peut-être que j'ai l'impression que c'est une vision aussi assez flatteuse de moi. Et franchement, ça, c'est un conseil de self-love que je donnais souvent, mais qui, du coup, n'est pas pour tout le monde, de se regarder nu dans un miroir. Moi, j'ai vraiment un truc de me réapproprier mon corps, où j'ai l'impression qu'il faut que je me voie souvent nue pour me dire « Ah oui, c'est ça mon corps ». Et voilà, me le réapproprier et me sentir... une avec mon corps, en gros, quoi. Ouais. Donc, voilà, j'ai une expérience plus positive du miroir. Moi, c'était aussi un conseil que m'avait donné ma psy quand je parlais, de problématiques autour du corps et de l'alimentation. C'était aussi le fait de fixer mentalement sur une zone, apprendre à se regarder en pied, avoir un miroir en pied
c'est essentiel pour se voir vraiment. Parce que, en fait, pendant des années, je me voyais que des bouts de moi, mais jamais vraiment en entier. Après, on peut dire aussi que se voir en soi, se voir son reflet, c'est un truc qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais se voir en pied, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidée, moi, et apprendre à défocaliser, à me regarder au global. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui dit... Charlie, les miroirs de salle de bain avec l'éclairage juste au-dessus, là, c'est ce qu'il y a de pire. Mais oui, c'est pareil, l'éclairage, c'est hyper important. Il faut. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que se voir en entier, c'est intéressant aussi. Et ça, la photographie peut le faire, même si ça peut aussi être des bouts de corps et ça peut être trop intéressant. Moi, j'ai eu la photographie des bouts de corps où je trouvais ça trop magnifique aussi. Mais défocaliser, comme tu dis, qu'on est là en mode j'ai tel complexe, tel truc et tout, et que là, il y a un environnement, une lumière, un contexte. Une tenue, un regard, des retouches qui sont faites, et que tout ça, ça crée un tout, quoi, et que c'est pas un coup de banette, même s'il m'embête pas, voilà, ou un sourcil, ou un nez, enfin voilà. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un regard et il y a un contexte, parce que je trouve que, pour le coup, moi, j'ai toujours eu un miroir en pied, et en fait, il y a quand même ce truc de figé, alors que quand tu vois quelqu'un, tu la vois bouger, tu la vois, je sais pas, c'est pas du tout aussi... Tu bouges pas devant ton miroir ? Bah si, mais vraiment, enfin je sais pas, moi je pense que quand je me regarde dans un miroir, j'ai tendance à aller direct au truc qui me saoule. Oui, mais c'est ça. Et du coup à pas... Faut apprendre à défocaliser. Non, mais dernièrement, j'ai fait une expérience de ouf. Dernièrement, j'ai fait une expérience de ouf avec un miroir. J'avais juste ma nouvelle robe préférée, et j'étais là, genre, je me regardais, et en fait, c'est une robe qui moule mon corps, mais vraiment parfaitement. Et j'étais là, mais je suis trop bonne, en fait, c'est incroyable. Mais juste, je préfère avec des vêtements, genre je me préfère toujours avec des vêtements que nus, quoi. Je pense que j'ai encore. Alors que moi, j'ai l'idée inverse. J'ai l'impression que tout le monde est beau nu ou peu habillé. Je trouve que du coup, les shootings photos nus, peu habillés, c'est trop cool aussi pour ça. Et que du coup, les vêtements, des fois, c'est juste pas que ça répond pas à une morphologie ou quoi. Je crois pas. C'est truc bullshit là qui nous donne encore des carcans, mais que ça, je sais pas, ça va pas dans l'élan de ton corps, quoi, que t'es tenu et que du coup où tu te sens pas bien dedans ou quoi. Enfin, tu dis que c'est du bullshit, mais tu parles tout le temps du test là, c'est un peu pareil. C'est pas de la morphologie, mais il y a quand même une idée de trouver le. On est en train de parler d'un livre sur le fait de trouver les habits qui nous vont, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est plutôt suivre l'élan de ton corps que des trucs de morphologique, d'être là en mode ça, il faudrait que ce soit plus cintré, moins cintré et tout. Enfin bref. Oui, mais je trouve que c'est quand même juste qu'il y a des. Enfin, qu'on est mieux dans certains vêtements, pas forcément parce que c'est une morphologie, mais il y a un truc de. Oui, parce qu'il y a quelque chose où il y a des vêtements, on se sent bien dedans. Et du coup, moi, je suis là, enlevons les vêtements. Ça enlève déjà une partie du problème, quoi. Genre. Enfin bref, je trouve que les shootings nus, c'est trop bien. Enfin, c'est une expérience incroyable à vivre parce qu'on est vraiment dans l'entièreté de son corps. Nu, quoi. Mais après, c'est pas facile. Et du coup, la solution, c'est de foutre à poil, quoi. Ouais, c'est pas évident, ça, comme... Ouais, ma solution, c'est tous à poil. J'ai un peu naturiste sur les bords, voilà. Ça étonne qui ? Je suis à moitié allemande. Voilà. Bon. Et du coup, pour conclure, Charlie dit, ou elle dit, pardon, en photographie, tu as la vision de quelqu'un qui te connaît peu, voire pas du tout, et qui ne verra que le positif. Bah, j'ai envie de dire, c'est top. Enfin, c'est la meilleure expérience à avoir, du coup. Oui. Ah non, mais c'est trop cool d'être là et d'avoir quelqu'un qui nous voit comme ça. Après, il faut réussir à créer du coup une bonne relation avec la photographe qui photographie, parce que c'est un moment très intime et que du coup, c'est pas exactement comme aller voir une esthéticienne, voire même un coiffeur, même si pour beaucoup, le coiffeur, c'est le nerf de la guerre. Mais voilà, c'est quand même un peu plus comme par exemple un tatoueur, une tatoueuse. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui vient vraiment dans son intimité, je veux dire, et qui, voilà, enfin... Bah après, je pense que le choix c'est comme le coiffeur en fait. T'as des photographes dont le style te parle et c'est comme il y a des coiffeurs aussi dont le style te parle. Faut trouver son. Je dis que du coup, la relation humaine aussi au photographe, ça participe à beaucoup dans le shooting. Et moi, je vois qu'avoir fait 2 shootings avec elle et du coup la deuxième fois, je la connaissais déjà et tout, ça a vraiment, enfin. Ça se voit vraiment, quoi. Bon, après, là, je suis en train de dire multiplier. Vraiment, c'est un budget, quoi. Mais c'est sympa de le faire une fois, si jamais l'envie... enfin, si ça vous tente. J'allais mélanger des expressions, comme je le fais souvent. Est-ce qu'il est l'heure de finir cet épisode du Bisoudrome ? Ça vous va ? Est-ce que quelqu'un se sent... Quoi ?
On est déjà pas mal, quoi. Ouais, je pense qu'on a pas mal parlé. Je pense qu'il est temps. Merci à vous tous de nous d'avoir été sur le live, d'être restés là. On a toujours été un peu au même nombre de personnes, donc trop cool. Merci d'avoir interagi avec nous sur le live. Et puis évidemment, cet épisode sera sur toutes les plateformes d'écoute le jour habituel de sa sortie, donc le premier mercredi du mois d'octobre. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram où il y a notamment des photos qui ont été prises par cette fameuse Ivana Alice. Toutes les infos sont en barre d'infos. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Vous pouvez aussi retrouver du coup tous les épisodes précédents sur les liens qui sont si jamais vous êtes arrivé sur le live et que vous n'aviez pas encore écouté. Ouais. Et je pense qu'on va quand même rester 2-3 petites minutes après avec eux pour discuter avec eux quand même. Yes, on va arrêter l'épisode. Donc merci à tous. Et merci à tous. Des bisous. Des bisous.